Vous écoutez L'Appel du Nature, un balado produit par Virage Sonore et animé par Valérie Lefebvre. Bonne écoute! Bienvenue Vincent. Re-bienvenue. Je sais pas s'il y a une expiration à la bienvenue. Là. Ça fait 7 ans, comme on disait tantôt. Mais ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas parlé aussi. Ouais. Puis il y en a des choses qui se sont passées. Un peu. Je t'ai dit avant de commencer que je te gardais une discussion pour ici. Puis il y a eu une grande pause du podcast. Puis il y a eu un long cheminement jusqu'à la décision, en fait, de reprendre le podcast. Et ce qui a solidifié la décision, c'est la discussion que j'ai eue avec toi à Rowan. Wow! Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'était... Fait que c'était... Hey, là, je suis encore sur les émotions. Mais c'était pour moi, c'était comme super important de te revoir parce que tu présentais tes vins à Raw Wine cette année. Puis, je me rappelais les discussions qu'on avait eues, là, 7 ans. Puis, tes projets, ta newsletter, où est-ce que t'en étais. Et là, t'es vigneron. J'aurais dû me réécouter avant de venir ici. Je pense que je vais le faire après, finalement. C'est pas possible parce que nos épisodes... Ah, ça n'existe plus. Là, on est le 11 avril. Ouais. Cet épisode-là va sortir en Patreon dans quelques semaines avec les épisodes de la saison 1. Ils sont pas disponibles. D'accord. Moi, je les ai réécoutés cette semaine. D'accord. Puis d'ailleurs, je vous invite aussi, ceux qui commencent l'épisode, d'écouter l'épisode 1 qui va être disponible. L'épisode pas 1, la saison 1 avec Vincent et voir l'évolution, en fait, comparer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Il y a un petit peu plus de cheveux gris depuis, mais c'était pas filmé à l'époque, fait que on le saura pas. Là. On le saura jamais. Non, on le saura jamais. Fait que, puis ça m'a super ému de voir que tu présentais tes vins à Raw Wine, puis je sais pas si c'était la première année ou pas, tu sais, moi j'ai été déconnectée. Ouais. Puis j'ai fait, on a eu des discussions sur le monde du vin québécois, puis tu sais, il y avait plein de gens, puis j'étais comme... Ça, c'est une discussion que je veux avoir en face à face avec toi, puis que je veux qu'on prenne le temps de faire ça. Parfait. Fait que, je suis là pour ça. Voilà. J'ai quitté le centre du Québec là, pour qu'on ait une conversation sur ça. C'est ça. En fait, puis là, j'ai réécouté l'épisode dernièrement cette semaine, puis... écoutez-le, c'était bon. C'est bon, t'es éloquent, c'était clair, c'était... C'est formidable. Moi, j'ai écouté cet épisode. J'étais comme, oh, mon Dieu, il y a quelque chose. Fait avant, tu étais à Montréal. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans les 7 dernières années? En fait, je vais raccourcir la question. Tu as ton vignoble maintenant. Ouais. Très précieux sang. Tu fais ton vin. Comme je t'ai dit, moi, je me suis pitchée j'ai vu ton rosé. J'étais allée chez Peluso l'acheter. Je le réserve pour mon premier parc cette année. Très nice. Ben, tu sais, moi, je pense que rapidement, cette idée-là, je l'avais en moi, puis en fait, je vais parler au on parce que, tu sais, avec Félix puis Laurence, en fait, je pense que j'aurais pas eu le courage de faire ce projet-là tout seul. Je me souviens, Félix, mon associé, c'était mon coloc en 2015 quand ses parents ont acheté une petite fermette pour leur retraite en Beauce. Puis, à l'époque, alors que on buvait genre du pipigno de la SAQ, on courait les rares vins nature, là. Il avait comme dit un peu à la blague, genre, on pourrait planter de la vigne, ce serait drôle, tu sais. Puis là, ça en est resté là, tu sais. Puis finalement, en 2019, ses parents ont fait comme, tu sais, si vous voulez, là, genre, un petit bout de terre là, au bord de la route, que comme on fera jamais rien avec ça, si vous voulez planter un peu de vigne, allez-y, tu sais. Puis on a planté de la vigne un peu en 2019, donc ça devait pas être si loin du... Tu nous parlais j'en parle dans le balado, à Thetford Mines de ton projet. Ouais, pas très loin de Thetford Mines. Ouais. Puis on a vraiment eu la piqûre. Moi, genre, c'était comme mon chalet, soudainement, tu sais, de prendre le char puis d'aller là pour un week-end de 2-3 jours puis aller s'occuper des vignes. C'était vraiment mon espace détente. Puis j'ai commencé à être sommelier au Candide à l'automne 2019. Puis
rapidement, j'ai compris, genre, j'adore ce métier-là, j'adore comprendre le vin puis en parler avec du monde. Mais je serais pas capable de travailler des jeudis, vendredis, samedis soirs. J'aime trop le hockey pour ça, en fait. Oh my God, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je trouvais ça dur. J'étais un gars de jour, j'étais un gars de matin. Fait que moi, même à l'époque, je travaillais des vendredis et des samedis soirs. Je me réveillais naturellement entre 8 et 9 heures le matin. Puis genre, j'avais envie de faire des trucs. Je faisais mon infolette. Genre, je travaillais. Fait que rendu le soir, à minuit, quand t'es en train de faire payer la dernière table, là, genre, j'avais les yeux cross-eyed. Puis j'étais pas le meilleur pour faire le close parce que j'avais tout donné, tu sais. Puis donc... Tu sais, ça fomentait rapidement dans ma tête que j'allais pas être sommelier toute ma carrière. En parallèle de ça, Félix et moi et Laurence, on plante de la vigne. Je vais t'arrêter 2 secondes parce que, tu sais, en 2019, quand on s'est parlé, t'étais pas sommelier. Non. T'étais Vincent Sulfite pleinement et entièrement. Puis on a beaucoup parlé des réseaux sociaux puis de ta newsletter. Puis je pense que j'avais peur de ce mot-là aussi. Là, genre, je me souviens pas de ce que je t'ai dit à ce moment-là, mais je pense pas que j'osais prétendre être du niveau de la sommellerie. Puis, Non, je pense pas qu'on... non, il y avait beaucoup d'humilité puis... beaucoup une curiosité, puis on est allé aussi chercher quand est-ce que tu as eu cette piqûre-là, comment ça s'est manifesté. J'étais juste comme un curieux qui était comme vraiment content de partager ma curiosité avec du monde. Je pense que même quand j'ai commencé au Candide comme sommelier, genre c'est ça qui restait. Genre ça m'a pris longtemps avant que j'ose revendiquer puis dire au monde, genre je suis sommelier, tu sais. Je pense que j'aimais mieux dire que j'étais serveur pendant vraiment longtemps, puis juste comme... Parce que dans ma tête, c'était comme quelque chose d'un petit peu, genre, comme prestigieux, puis tout ça. Puis finalement, avec le temps, genre, on pourrait en parler longtemps. J'aime pas trop l'espèce de prestige, finalement, qu'on donne autour de ça, tu sais. Fait que je pense que ça fait un peu partie de pourquoi, finalement, je suis devenu à l'aise de le revendiquer en disant, mais finalement, un sommelier, c'est qui veut bien dire qu'il s'auto-préclame sommelier, puis que tu travailles dans un petit bar à vin bien correct de quartier, t'es, pour moi, dans la famille de la sommellerie, autant que si t'es juriste, tu sais. Comme c'est juste qu'il y a, à travers ça, toute une gamme, puis différents styles, puis des gens avec différentes ambitions, tu sais. Pas besoin d'être sommelier de concours pour te prétendre être sommelier. Moi, ce que, tu sais, je t'entends, puis ce que je vois, c'est la curiosité que tu as eue, puis la piqûre, puis le fait que tu as lu beaucoup, puis que tu es allé chercher les informations, te goûter. Tu sais, je pense qu'il y a aussi cette ouverture-là à apprendre et partager. Ouais. Ouais, ben tu sais, je pense que j'aime ça communiquer, tu sais, j'aime ça écrire, j'aimais ça me sentir lu, j'aimais ça le retour, tu sais, quand j'ai commencé mon infolette, c'est devenu quand même, la popularité du début m'a surpris parce que je faisais ça pour amis et famille, puis quelques petits geeks de vin qui commençaient à suivre ma page Instagram où est-ce que je mettais quelques photos de bouteilles un peu floues, tu sais. Puis donc, tu sais, j'avais pas vraiment d'ambition avec mon infolette. J'étais juste comme content de la faire. Tu sais, quand on fait quelque chose juste pour le faire parce que ça nous fait du bien à nous, sans vraiment penser aux retombées de ça. Tu sais, c'était vraiment ça au début. Finalement, j'ai aimé ça, de mettre en mots ma pensée, d'avoir un retour de ça par courriel. Les gens qui sont comme « Hey, j'ai bu tel vin que tu as recommandé il y a 3 semaines. C'était génial. » Tu sais, ou des gens qui étaient comme... Mon neveu, genre, va avoir 18 ans, je cherche un vin de telle année. Puis là, j'étais comme, OK, ça dépasse un petit peu mes compétences, là, mais genre, j'aimais ça que les gens pensent à moi comme une ressource accessible, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça qui a mené au show télé Supernaturel, finalement, parce que les 2 producteurs télé qui m'ont approché, ils lisaient mon infolette. Ils étaient comme, nous, on ferait jamais un show télé avec un sommelier de concours, tu sais. Ce qu'on aime de toi, c'est que tu es au plancher des vaches avec nous, puis tu nous expliques pourquoi ce vin-là, c'est ça qu'on veut boire samedi, puis ça nous parle, tu sais, fait que... Fun fact, j'ai repris ton livre dans les derniers mois pour faire un refresh de champagne. J'étais comme, c'est le fun, c'est clair. C'est pas trop... Tu sais, je veux dire, ça m'explique de façon... rapide ce que je veux savoir. Puis j'ai quand même que toutes les informations que je veux sont là. C'est parfait. Ben, c'était mon objectif, dans le sens que quand tu es aux éditions de l'Homme, c'est quand même une grosse maison d'édition. Il y a des objectifs de vente derrière ça. On en a vendu 4500 dans la première année. Ça peut pas être geek à parler des 85 différents types de sols autour de Reims. C'est comme...
c'est le fun de raconter l'aspect romantique du vin à travers ces chapitres-là, puis tout ça, au même titre que moi, j'essayais de le faire au Candide. Tu sais. Genre, Émilie Campo, elle m'a appris à étudier le vin pour connaître les 80 types de sols autour de la montagne de Reims. Mais de quand tu arrives à table, si tu as une petite anecdote sur la personne qui a fait le vin, puis que tu es juste capable de capturer l'attention de la table, puis que les gens partent du resto en faisant comme « Hey, j'ai appris des trucs ce soir, c'était vraiment le fun ce qu'on a bu, puis genre, il y avait de l'émotion dans les vins, puis comme j'ai adoré ma soirée, le souper-spectacle, là, tu sais. » Mais c'est ça, puis c'est comme si tu pars avec des informations, puis une histoire. Puis ça, je trouve ça puissant. Ouais, ben je pense que c'est important, tu sais, puis je pense qu'on... Là, le vin, c'est sûr, l'industrie du vin va moins bien depuis peut-être 2-3 ans, tu sais, puis dans ce temps-là, malheureusement, on se rééloigne de ça un petit peu, tu sais. Je pense qu'on revient un petit peu, parce que les gens, je les comprends, je les juge pas, on a tout le portefeuille plus serré. Quand on vient choisir notre bouteille de vin, c'est d'autres considérations qu'on va avoir en tête, tu sais, le budget, tout ça. On veut s'assurer que ça nous plaise. Mais on s'est peut-être rééloigné un petit peu de finalement la curiosité de vouloir découvrir ce vin-là fait par un couple qui a 8 chèvres dans les montagnes, dans les Alpes. Que, oui, la bouteille est peut-être 7-8 piastres au-dessus du budget que tu t'étais fixé, mais comme la personne qui te la vend a une histoire formidable à te raconter derrière ça, tu sais. Fait que moi, j'aime encore beaucoup les histoires des personnes autour du vin, tu sais. Fait que ouais, le livre, c'était quand même un peu d'essayer de faire ça, tu sais. De rendre ça sexy. Tu sais, depuis qu'on s'est parlé, tu as été assistant sommelier au Candide pour être finalement sommelier en chef. Je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, principal sommelier. Ouais. Reprendre le poste qu'Émilie Campo occupait quand elle est partie en Allemagne. Et maintenant, je sais pas quand est-ce que tu as quitté ce poste, mais maintenant, tu as ton vignoble. Ouais. Et c'est ça, c'était un projet qu'on parlait, tu avais planté des vignes près de Tretford-Mines en 2019. Ouais. Et là, est-ce que c'est ça qui t'occupe à temps plein? Temps plein. Tu sais, on a acheté le vignoble en 2021. J'étais encore au Candide sur le plancher. J'avais un horaire très avantageux, là, c'est-à-dire qu'on me collait 3 jours de service les jeudis, vendredis, samedis. Fait que comme ça, le reste de la semaine, j'étais au vignoble. L'année d'après, 2022, j'ai demandé à ce qu'on m'enlève une journée de service par semaine. Puis éventuellement, en fait, j'allais quitter. Puis Émilie aussi voulait quitter. Puis finalement, on m'a comme offert le poste qu'Émilie avait, c'est-à-dire qu'en anglais, ce serait plus comme wine director. Puis il n'y a pas vraiment l'équivalent, tu sais, fait que directeur du programme vin, genre. Ouais. Ou est-ce que c'est plus que tu es là pour t'assurer de la formation de l'équipe, la carte des vins? C'est plus un travail de bureau, finalement. Ou est-ce que, tu sais, peut-être que normalement, ça impliquerait 1 ou 2 soirs de service par semaine, tu sais, de présence. Tu fais peut-être pas le service au complet, mais tu es là. Mais bref, moi, c'était pas ça que je voulais. Fait que pendant 2 ans, donc j'ai quitté en mars 2025 officiellement le Candide après avoir fait 2 ans de m'occuper de la carte. Mais tu sais, on me pose souvent la question, donc, tu sais, c'est depuis mars 2025 que tu es à temps plein au vignoble. Je suis comme, moi, mon feeling, c'est que c'est plus depuis 2021, là. Puis que c'est juste que maintenant, des fois, j'ai le droit d'avoir des week-ends, tu sais, alors qu'à l'époque, j'allais travailler au Candide. Mais tu sais, c'était tough au Candide en 2022. Là. Des fois, je me faisais couper le samedi soir à 11h30 parce que, genre, Marie-Ève, elle me regardait, j'étais blême, puis les petits yeux. Il était comme, Vincent, mon grand, va-t'en, c'est correct, on va survivre sans toi, bonne nuit. Puis j'étais genre, ouais, c'est vraiment gentil, mais la restauration, c'est beaucoup l'effet d'équipe. Normalement, tu essaies de faire tout le monde le close en même temps. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de superstar, il n'y a pas personne qui est censé avoir un passe-droit. Fait que j'avais hâte un peu que ça finisse pour ça. J'étais comme moi, je veux pas de passe-droit par rapport au reste de l'équipe. C'est ordinaire. Je sais pas, tu me parles de ça, puis en même temps, on se connaît pas tant que ça, mais t'as fait ça. Avant, c'était ta newsletter, plus ta job au wino, plus tes études. Je veux dire, es-tu un hyperactif un peu? As-tu besoin d'avoir autant de projets? Est-ce que tu te retrouves? C'est plusieurs questions. Non, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de projets. J'aime quand même être, je dirais pas monofocus, mais tu sais, d'avoir comme 2 ou maximum 3 projets en même temps. C'est vraiment mon maximum parce que sinon, j'ai l'impression de donner moins d'énergie dans chacun d'eux. Puis
pas que je suis perfectionniste, mais genre, j'aime ça m'impliquer puis bien faire les choses. Fait qu'à un moment donné, si je m'éparpille, j'aime pas ça parce que je donne pas mon 100% partout, tu sais. Fait que tu sais, j'ai fait le Candide, mettons, en même temps que le vignoble pour des raisons surtout monétaires, tu sais. Si le vignoble avait eu les moyens de me payer à l'an 1, j'aurais dit au revoir au Candide, tu sais. Puis genre, j'ai fait le show télé en même temps que je commençais le Candide puis que je faisais l'infolette, pas parce que j'ai choisi ça, mais parce que tout a débloqué en même temps. Puis à un moment donné, tu refuses pas des opportunités comme ça dans ta vie, tu sais. Fait que non, je suis pas un hyperactif, mais tu sais, j'ai comme une fibre un peu autodidacte en moi. Tu sais, la comptabilité, je ne l'ai pas appris sur les bancs d'école. Le vin, je ne l'ai pas appris sur les bancs d'école. La seule chose que j'ai appris sur les bancs d'école, c'est genre économie politique au bac et ça ne me sert pas beaucoup. Je suis sûre que ça te sert à avoir des opinions. Ouais, ça m'aide quand vient le temps de voter là, aux élections. Là. C'est tout. Fait qu'on revient à ça. 2021, t'achètes le vignoble. Ouais. Puis là, bon, on était à Thetford-Mine. On est où, là, maintenant? Donc, c'est Bécancour, c'est sur la rive sud de Trois-Rivières. C'est l'autre côté du Pont-la-Violette. Puis là, t'es-tu là, maintenant? Ouais. Faut savoir, dans la loi agricole au Québec, c'est rare qu'il y ait 2 maisons sur un terrain. Là. La façon que c'est construit, c'est censé être une maison habitable par lot agricole. Puis on fait ça pour éviter que les gens commencent à construire des apparts sur leur ferme, puis que là, ça devienne du Airbnb, puis tout ça. T'sais. Mais où est-ce qu'on est? Ça adonne qu'il y a 2 maisons sur le même terrain. Donc, Félix et Laurence ont la leur. Moi, j'ai la mienne. Cette terre-là, on dirait qu'elle a été faite pour nous, là, parce que il y a tellement de gens qui se partent des vignobles que c'est un couple. Ouais. Fait que c'est 2 personnes qui s'embauchent du monde autour d'eux. Fait que ça va bien, tu sais, généralement. La maison, la petite ferme, les bâtiments, les terres. Mais nous, on est un peu un ovni là-dedans, là, tu sais. Un couple et moi, tu sais, je suis la third wheel dans le truc. Au début, on était en colocation dans la même maison, tu sais, puis éventuellement, quand on a pu racheter l'autre, on l'a fait. Fait que ouais, là, j'habite 100% là. Puis quand je viens à Montréal, je squatte chez ma sœur dans sa chambre d'amis, tu sais. Fait que j'essaie de pas venir trop souvent, là. Pas abuser. Fait que maintenant, ton quotidien, c'est quoi? Travailler. Non, mais dans le sens que tu sais. Mais c'est quoi le quotidien d'un vigneron? Parce que c'est ça que t'es maintenant. Ouais. Ben, il y a beaucoup de saisonnalité dans le quotidien d'un vigneron, tu sais. Je pense que la réponse du mois de janvier est vraiment différente de la réponse du mois de juillet, tu sais. Puis, tu sais, on travaille vraiment, vraiment très, très fort de genre la dernière de mars à peu près jusqu'à Noël, tu sais. Première de décembre, sinon certaines années, tu sais. Mais puis après ça, tu es en mode plus allégé, tu sais, où est-ce que c'est plus comme du bureau, puis tu prends un peu de vacances, puis déjà, tu recommences à planifier un peu la saison d'après, tu sais. Fait que tu sais, dans une semaine, il y a la charge du champ. Fait que, tu sais, quand tu es en pleine saison, il va falloir que tu gères avancer au même rythme que de la vigne. T'sais. Fait qu'il y a tout un paquet de tâches qui se suivent chronologiquement. Puis le rythme de la météo dicte beaucoup ton travail. Après ça, il faut tout le temps garder un œil sur genre le programme de pulvérisation. Surtout quand tu es en bio, malheureusement, c'est plus de passage en tracteur. Les produits sont un peu moins efficaces. Je vais t'arrêter parce que moi, je suis pas là-dedans tant que ça. Programme de pulvérisation, ça veut dire quoi? Ben, dans le sens que, tu sais, je t'ai dit ça avec un petit peu plus de recul puis peut-être de maturité qu'en 21, 22, mais parce que des fois, on était comme, moi et Félix, on était genre, shit, faut aller pulvériser cette semaine. Mais genre, la vérité, c'est qu'au Québec, il y a entre 15 et 20 passages de tracteur par saison. Où est-ce que tu as ton pulvérisateur en arrière, qui est un mélange d'eau et de produits que tu t'en vas appliquer sur ton feuillage. Puis en bio, ce sont des produits qu'on appelle de surface. Fait que ça vient se déposer sur la feuille. Mais à un moment donné, quand il est tombé 15 à 20 à 25 mm de pluie, il n'y a plus rien. T'sais. Fait qu'il faut que tu renouvelles le truc. Alors qu'en conventionnel, mettons, il y a des produits beaucoup plus puissants qui rentrent dans le tissu végétal. Donc là, ça reste beaucoup plus longtemps. Tu n'as pas besoin de repasser. Mais c'est pas autorisé en bio parce que justement, ça rentre dans le tissu végétal. Donc potentiellement, ça rentre éventuellement dans le fruit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un livre qui avait été fait il y a une couple d'années, là, le goût des pesticides dans le vin. C'est que l'agriculture conventionnelle et le vin, pour moi, ça va vraiment pas bien ensemble. Fait que, bref, tu as 15 à 20 pulvérisations à faire dans l'été
que c'est au moyenne aux 7 à 10 jours, puis ça prend à peu près une demi-journée pour la personne qui fait ça, tu sais. Fait que ça donne quand même un rythme à ta semaine, tu sais, parce que, genre, t'es tout le temps en train d'un peu penser à la prochaine fois. Tu passes ta vie sur Météo Média à te dire, OK, mais là, il annonce comme 3 jours de pluie. Fait qu'on va y aller juste avant, puis là, il va falloir sûrement y aller après. Puis là, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Fait que, ouais, ça prend beaucoup de place. Le travail de la vigne, l'aider à se lever, dans le fond. Parce que la vigne, si tu ne l'aides pas, elle va aller éventuellement ramper vers le sol. Puis vers le sol, c'est là qu'il y a des spores, des champignons, puis après être malade, puis là, tes raisins vont pousser. Fait que c'est pour ça qu'on lui fait un palissage dans la vie, que tu mets des poteaux de métal avec tes fils pour vraiment... c'est une liane aussi, fait que oui, elle est rampante, mais si tu lui donnes un guide, puis si tu l'aides un peu, elle va suivre ton chemin, tu sais. Il y a des régions dans le monde, notamment le nord de Côte-du-Rhône. Souvent, les vignes sont sur échalas. Fait que c'est juste un poteau de bois, souvent planté dans le sol, un par vigne. La vigne, elle va venir un peu, à un moment donné, s'accrocher à ce poteau-là, tu sais. C'est dans des régions où la vigne, elle pousse très peu, il pleut pas beaucoup, les sols sont pauvres. Fait que, tu sais, ça va, là, ça gère. Au Québec, mettons, ça marcherait pas vraiment, ce concept-là. La vigne est sur les stéroïdes au Québec, là. Il pleut tout le temps, les sols sont riches, fait que les vignes au Québec, ils ont du torque. Attends, les sols sont riches au Québec? Ouais. Parce que moi, je viens de l'Abitibi, les sols sont pas riches en Abitibi. Non, mais les sols sont beaucoup plus riches qu'on pense en général, parce que en fait, quand tu lis... J'ai essayé de lire une petite brique un moment donné. Je me suis découragé à la moitié, mais ça s'appelait l'histoire du vin de Roger Dion. Puis c'est vraiment une bible pour l'histoire du vin. Puis ce que tu comprends, c'est que les vignobles, notamment en France, se sont surtout construits sur des terres pauvres parce qu'on gardait les terres un peu plus riches, donc à des taux de matière organique de 4 % et plus. On les gardait pour faire l'agriculture de subsistance, tu sais, comme du maïs, du soya, des trucs comme ça. Puis sur des terres un peu plus pauvres, que ça intéressait pas personne d'aller planter, mettons, du maïs là-dessus, on plantait de la vigne. Fait que sur des taux de matière organique de 1 à 2 %. Puis là, tu sais, on considère que dans ce temps-là, les sols sont pauvres, tu sais. Fait que la vigne, elle struggle un petit peu. Il faut qu'elle s'enracine un peu plus profondément. Puis donc, ça donne des plus petits rendements. Puis il y a tout un narratif du vin, tu sais, des vieilles vignes qui donnent peu, avec des raisins qualitatifs. Puis là, tu sais, c'est des terroirs de fou. Tu sais, tout ça vient autour de cette idée-là un peu. Puis au Québec, on n'est pas du tout là-dedans, en fait. Parce qu'au Québec, les gens, ben d'abord, les sols ont des matières organiques beaucoup plus élevées qu'en Europe. Même si tu dis, moi, j'ai une Abitibi, les sols sont pauvres, là. Je suis flabbergastée en ce moment. Mais non, mais c'est juste qu'en Abitibi, tu peux pas faire grand-chose parce que la saison est juste trop courte, là. Tu sais, il manque de chaleur, tu sais. On le voit dès que tu commences à monter dans le nord, là, il y a un petit peu plus de pâturage, puis tout ça, puis il se fait un peu de foin, là, mais genre, il y a pas grand monde qui se fait des champs de maïs, tu sais. Le maïs, où est-ce qu'il pogne le plus, c'est à Napierville, collé sur la frontière américaine. Il fait chaud, les sols sont riches. Donc, c'est ça, au Québec, on plante de la vigne sur des terroirs, là, c'est des Ferrari, c'est des sols de fous, là. Je suis complètement flabbergastée. On a tellement comme une perception erronée, finalement, de notre potentiel. Bien, en fait, il faut juste... C'est vraiment intéressant comme question. C'est qu'il y a comme des narratifs qui s'opposent dans ça, là, c'est-à-dire que tout le narratif européen dirait, ben non, faut pas planter de la vigne sur des terroirs riches en matière organique. Puis tout ça, la vigne, elle est sur stéroïdes. Ça donne des vins plats et déséquilibrés. Okay. Et ça, c'est parce que eux, c'est pas ça l'histoire romantique qu'ils racontent depuis des siècles. Fait que ça leur donne pas bien. Puis nous, au Québec, si on décidait d'aller de l'avant, là, de copier le modèle européen puis de se planter sur le pic de roche que genre, ça a l'air d'être magané un peu, la vigne, en plein mois de juillet, là, elle serait fatiguée un petit peu, là. Puis le problème, c'est que nous, l'hiver, c'est tellement exigeant pour une plante que ça fonctionne que tout l'été, là, la vigne, elle soit genre en méga feu, là, puis elle fait des réserves, puis elle fait de la photosynthèse, puis elle pogne son soleil. Comme nous autres, finalement. Oui, exactement. Donc, pour vrai, les Québécois, on n'est pas différents, genre, de nos plantes, là, tu sais, comme, genre, la vigne, elle est en feu l'été. Elle veut profiter de ses apéros au Parc Laurier, là, tu sais. Puis donc, elle fait un tas de réserves pour être capable de traverser l'hiver. Fait que moi, je pense que si on faisait le modèle un peu genre à la bourguignonne sur des terroirs pauvres, je pense que ces vignes-là auraient de la misère à traverser l'hiver pour se rendre à l'année d'après, tu sais. Fait qu'il y a comme vraiment tout un parallèle. Je pense que le modèle européen marche pas du tout au Québec.
Mais donc, il faut adapter le narratif un peu. Là, nous, on ne peut pas dire « Ah, c'est des vieilles vignes de 100 ans sur des sols calcaires. Puis il se produit une demi-grappe par année, mais ça donne un élixir de fou qui allonge la vie. » Comme, c'est pas ça, là, Mais ça veut pas dire qu'on fait pas des bons vins. Moi, je t'écoute, là, c'est comme une personne différente de v'là 7 ans. Là. C'est comme tout ce savoir-là. T'as lu, comment t'as... Ben, t'es vraiment... c'est beaucoup, là. Oui, peut-être, même, mais là, ça passait tellement vite. J'aurais eu le temps de faire un doctorat, j'aurais voulu, là, pour être médecin. Oui, mais je veux dire, mais en même temps... Ah, mais oui, c'est vrai, on lit, on écoute des podcasts, on jase avec des collègues, je veux dire, moi, j'ai presque... Parce que c'est une science, c'est un métier que tu as appris vraiment rapidement, puis que tu as une capacité d'assimiler des informations. Mais en même temps, c'est les meilleures conditions pour apprendre, c'est-à-dire que t'es mis face à tes problèmes là, assez rapidement, là, c'est-à-dire que par exemple, quand tu sais pas faire X affaires, moi, je savais pas, j'étais intimidé par le tracteur à l'an 1, mais à un moment donné, t'es comme Colin, on l'utilise 300 heures dans l'été, il va falloir comme chasser ce sentiment-là, il va falloir maîtriser la bête, comme... Puis, fait que c'est tout le temps ça d'apprendre un métier comme ça, un peu autodidacte. T'as pas été sur les bancs d'école, fait que t'apprends à te débrouiller avec les ressources que t'as. C'est la même chose avec Félix et Laurence. Comme quand moi, je me sens dépassé par quelque chose, je leur mets ça dans les mains. Eux, de leur bord, ils font le même travail de recherche, de creuser. Puis là, ils arrivent, écoute, on pense que ça, puis après ça, tu jases avec des collègues. Moi, je pense que les conversations que j'ai eues, par exemple, avec Mathieu Beauchemin au domaine du Nival, quand j'ai fait mes vendanges-là en 2020, c'était, mettons, niveau 2. Mais genre aujourd'hui, quand Mathieu s'est devenu avec le temps de mes meilleurs amis, quand on soupe ensemble, nos conversations sont rendues niveau 28. Comme c'est normal, il y a une évolution. Mais donc, plus tu apprends, plus tu es capable d'aller tirer de l'information du monde autour de toi qui sont plus connaissants. Puis les gens vont s'ouvrir à toi différemment. Je trouve ça fascinant. C'est pas vrai. Les premières fois, j'allais au pervenche, là, genre, je posais pas une question, je disais pas un mot. Là, j'étais tellement intimidé par leur niveau de prestige, puis de la qualité de leur vin, puis de les entendre parler. Aujourd'hui, je suis capable de leur poser des questions un petit peu plus geek, puis d'essayer d'aller chercher genre des pistes de réflexion avec eux, tu sais. Fait que j'ai accès à leur savoir. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fait un effet boule de neige un peu, tu sais. Fait que là, vous achetez... il y a quoi de planté quand vous achetez? Fait qu'il y avait 1 hectare, pas très loin de 4000 vignes, puis il y avait surtout de quoi faire du rouge, parce que le couple qui était là, il voulait faire du rouge qui tape. On leur demandait à l'agronome, là, quelque chose qui tabasse, là, tu sais. J'imagine l'agronome était comme, on n'est pas à Cahors ici, là, tu sais, comme, Marquette, Lucie Coolman, ça pourrait le faire, tu sais, puis on plantait un tout petit peu de blanc à côté de ça. Ils étaient en bio dès le début. Fait que nous, on a appris en travaillant avec ça, tu sais, mais rapidement, on s'est mis dans la tête, nous, on veut planter surtout du blanc, tu sais. D'abord, il y a beaucoup de rouge déjà, fait qu'on va planter surtout du blanc. Fait que la parcelle à côté, on a planté genre 5-6 variétés différentes parce qu'on voulait essayer. Nous, on a toujours eu cette envie-là de faire des assemblages, de pouvoir s'amuser à chaque année, de dire « Hey, cette année, notre Lac Crescent, on l'envoie-tu un petit peu dans le Frontenac blanc, voir qu'est-ce que ça donne, puis on prend-tu genre le Juno d'or qu'on envoie dans le Chardonnay, comme on voulait pouvoir essayer des trucs comme ça puis être créatif, fait que c'était vraiment important de pas juste planter un monobloc d'un seul cépage, on voulait une variété. Fait que ça, on a fait ça, tu sais. Puis on a replanté un petit peu du Zweigelt l'an passé, un peu en réflexion de ce qu'on avait bu au Pervenche et tout ça. Malheureusement, cette année, les mulots ont tout mangé, les Zweigelt. Fait qu'on va recommencer ça, puis ça va être du chardonnay. Fait que l'histoire des Zweigelt dans l'histoire de Très Précieux Sang, ça aura été une virgule. C'est la vie de l'agriculture. Mais là, on a parlé beaucoup d'agriculture. Ouais. Moi, je suis comme complètement fascinée, là. Mais, fait que là, il y a un apprentissage dans le chai aussi après ça. Tu sais, là, tu as planté toutes ces vignes-là. Ouais. Il faut les mettre en bouteille, il faut que ça goûte bon, il faut essayer des affaires. C'est une lente progression. Je pense que ce qu'on a surtout appris là-dedans, en un mot, ce serait l'humilité. Je pense qu'à l'an 1, je le dis aujourd'hui avec un peu de recul. Je te dis ça pour quand dans l'épisode
qu'on a enregistré le 7 ans, t'étais comme, mais qui je suis, moi, pour dire à un vigneron quoi faire? Ouais. Puis il y avait déjà beaucoup d'humilité, en fait. Ouais, mais je pense qu'il y en a peut-être manqué un petit peu au début quand on est parti. Je pense qu'on était comme gonflé à bloc d'avoir acheté un vignoble. Puis tout commençait à goûter tellement bien au Québec, tu sais, qu'on était comme, hey, nous, on va faire du bon vin à l'an 1. Puis à l'an 1, ça a été le plus beau millésime de l'histoire du Québec. Puis je pense que nos vins, c'était une tuerie, là. Genre, je pense que c'était fou, là. Genre, tu sais, on a vraiment capté ce millésime-là. Puis les gens nous en parlent encore. C'était 2021. Il a genre presque pas plu, il a fait chaud, puis on a vendangé à des belles dates, puis c'était super. T'sais, on a fait un rouge cette année-là qui s'appelait Arbre à genoux, puis genre les gens nous en parlent encore aujourd'hui parce qu'il était comme ce vin-là, c'était fou, tu sais. L'année d'après, ça a genre gelé le 30 septembre après un millésime vraiment frais. Fait que, tu sais, on venait d'une année où est-ce qu'on avait fait des vins entre 13 et 14 % d'alcool, puis l'année d'après, tout n'a pas monté plus haut que 10. C'était acide, c'était raide. On a fait des mauvais calls de vinification. Puis là, on a genre... Là, l'humilité est revenue. Là. On était genre, OK, non, c'est pas donné d'avance faire du bon vin, tu sais. Fait qu'on a... Tu sais, je pense qu'on a des bons palais, les trois. On goûte nos trucs, on est critique sur notre propre travail, puis tout ça. Mais quand tu fais du vin, t'as juste une chance dans l'année, hein, tu sais. Fait que si t'as presser tel raisin de telle façon en disant que ça allait être ça, puis finalement, tu as fait un mauvais call, puis que tu l'as fait sur toute ta récolte de ce raisin-là, ben, il va falloir que tu le vendes après, même si tu penses que c'est pas optimal. T'sais. Fait que je trouve que là, c'est nos 5e vins qu'on va sortir à partir de ce printemps, millésime 2025. Je pense que nos vins sont vraiment bons. Je pense qu'ils sont aboutis, mais il y a clairement une progression, puis il y a eu des erreurs dans ce chemin-là. Puis je pense que c'est correct de l'admettre aujourd'hui. Puis on est content que les gens aient acheté nos vins, même dans les années plus difficiles. Puis on a peut-être perdu du monde en cours de route. C'est sûr. Moi, quand je bois du vin, je suis critique, là, je suis raide. Là. Fait que moi, si tu me fais 2 cuvées que j'aime pas de suite, ça se peut que je te barre de ma liste puis je bois plus jamais tes vins. Fait que, d'après moi, on a perdu du monde. Mais je pense que la progression est belle, puis je pense que là, en ce moment, ça va bien, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, faut goûter beaucoup ce qu'on fait, faut réfléchir, tu sais, t'es au Québec sur des cépages qui sont pas travaillés ailleurs dans le monde, c'est du Lucie Coleman. J'en avais jamais goûté 100% Lucie Coleman chez personne, tu sais, fait qu'on l'a travaillé de différentes façons dans les différentes années, puis on en a beaucoup parlé les trois, puis là, on a comme trouvé une façon de le travailler, tu sais, mais ça aura été tout un chemin, tu sais. Mais c'est quoi le processus, justement, dans le chai? Vous êtes les trois, vous goûtez, vous échangez des idées? Ben, moi, j'aime beaucoup dire que le vin se fait genre à table en soupant et non pas dans le chai. Parce que le chai, c'est moins romantique de le dire de même, mais... Ben, c'est une autre forme de romantisme, ben, c'est juste, c'est beaucoup de nettoyage. Tu sais, faire du vin, c'est laver des cuves puis laver le pressoir à la fin des vendanges, à la fin de la journée, tu sais, à chaque jour, tu sais. Puis, tu sais, les vendanges, c'est nourrir le monde qui vient de vendanger, s'assurer de ramasser les raisins au bon moment. Tu sais, c'est de gérer ça. Mais faire le vin en tant que tel, en tout cas, la première partie en voie vers la fermentation alcoolique, c'est pas ça qui est compliqué, tu sais. Fait que le vin, pour moi, il se fait beaucoup en suspens. C'est-à-dire que, genre, quand on le sent que les vendanges s'en viennent, puis qu'on est les trois, on boit nos propres vins de l'année d'avant, puis là, on jase, puis on brainstorm. Puis là, on se dit, ah, tu sais, cette année, ça pourrait être cool d'essayer ça, ça pourrait être cool d'essayer ça. Fait que la personne qui est dans le chai, tu sais, elle fait juste appliquer ce qu'on s'est dit en mangeant, tu sais. Fait que une journée, moi, je peux ne pas être dans le chai du tout. Le lendemain, Félix n'est pas là. Le surlendemain, Laurence n'est pas là. Mais ça ne change rien parce qu'on en a parlé au préalable. Puis, tu sais, on fait juste appliquer, dans le fond. Mais tu trouves que c'est pas romantique, ça? Ben... Autour d'un repas, ensemble, entre amis, avoir un projet. Oui, c'est romantique pour le souper. Non, je dis ça dans le sens que moi, mettons, si je parlais à Vincent de 2020, là, qui s'imagine vouloir faire du vin un jour, là, je dirais, Vincent, arrête de capoter sur le fait que, genre, tu penses que d'être là dans le chai, cette journée-là, c'est là que ça se passe, tu sais. Je me souviens quand je faisais mon stage au Nival, j'espérais tout le temps que Mathieu, ce soit moi qui cale pour dire, genre, je suis dans le jus, dans le chai, peux-tu venir m'aider? Moi, j'espérais qu'il me cale ça. Je trouvais ça plus sexy de cueillir le raisin. Mais tu sais, dans le fond, quand il est dans le jus, dans le chai, c'est qu'il y a besoin que je lave des cuves, puis que je lave des chapeaux flottants, puis que je lave la prochaine valve. C'est pas...
la recette est déjà dans sa tête, prévue d'avance. Tu sais, on est dans le pinot noir, là, ben, pendant 6 jours, il rentre son pinot, il le met dans une cuve, puis ça va faire ça pendant 2 semaines, puis après ça, il sort la cuve, il le met dans la presse, puis après ça, ça retourne en cuve, puis après ça s'en va en fût. La recette est réfléchie d'avance. C'est pas le vin, là, c'est pas genre le vigneron, il goûte le jus qui sort du pressoir, là, puis il est comme « Ah, j'ai une idée! » On goûte le terroir, j'ai une idée. Puis là, genre, c'est comme ça que le plus grand vin de l'année se fait, là. Tu sais, c'est pas ça, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus en suspens. Fait que si tu veux savoir faire du vin, puis tout ça, va faire une saison complète chez quelqu'un, puis essaye de gagner leur confiance pour être invité à l'apéro. Est-ce que, genre, on va ouvrir des bouteilles de l'année d'avant, puis réfléchir quand l'équipe, là, ils ont le meeting, là, puis ils se parlent, genre, il n'y a pas de sommelier dans la place, là, puis ils se disent les vraies affaires, genre, je trouve que c'est trop acide, ou genre, je trouve que c'est trop alcooleux, puis comme, ils vont bâcher leur propre vin. Je pense que c'est là que tu apprends. Fait que là, tu as apporté 2 bouteilles. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. Bien sûr. Donc, je vais commencer avec les hôtes. Ça fait 2 années de suite qu'on fait ça. Donc, nous, on change souvent les noms parce qu'on change tellement nos façons de vinifier les vins d'une année à l'autre qu'on trouve ça malhonnête de garder le même nom. Mais là, on commence des fois à répliquer certains vins parce qu'on les a tellement aimés. Donc, les hôtes, on l'a fait en 2023. On a capoté puis on a eu une réponse. Celui qui est un peu oxydatif. Ouais. Je l'ai goûté il y a quelques mois. Ça a été un gros coup de cœur. Puis il était à Raw également. Je faisais goûter à Raw, ouais. Puis je l'ai rebu en janvier ou février. OK. Ben c'est ça. Ça fait 2 années de suite qu'on le fait. Puis même dans le chai, en ce moment, il y a l'an 3 de ça, dans le sens qu'on a comme trouvé une niche qu'on aime beaucoup. Fait que l'idée derrière ça, c'est que c'est du Frontenac blanc, surtout. Le Frontenac blanc, c'est un cépage originaire du Québec. Fait que moi, je suis vraiment content qu'on en ait. Tu sais, je trouve ça beau dans notre histoire de dire que c'est un cépage qu'il n'y a pas vraiment ailleurs dans le monde. Puis, c'est haut en alcool, haut en acidité et très aromatique. Et quand on regarde ailleurs dans le monde, quel autre cépage nous fait penser à ça? Moi, je pense souvent au savagnin du Jura. Le savagnin dans le Jura, on ne sait pas que c'est aromatique parce qu'ils font 3 ans généralement en barrique avant de les commercialiser. Fait que l'aromatique, elle s'est comme estompée, elle s'est comme placée. Mais nous, on est dans une jeune industrie. Les vins sont vendus l'année d'après. Fait que l'aromatique est in your face. Fait que nous, on s'est dit... Puis je veux juste, pour ceux qui nous écoutent, on peut pas les laisser en barrique pendant 3 ans parce que j'imagine ça coûte trop cher aux producteurs de se priver de ces sous-là. Puis Desjardins n'aiment pas ça. Desjardins n'aiment pas les vieux vins. Je voulais juste que ce soit clair dans l'explication. Fait que nous, ce qu'on a trouvé comme raccourci, c'est qu'on met le vin en barrique puis on laisse les barriques un peu, pas complètement pleines. Donc, il y a de l'oxygène dans la barrique. Puis donc, ça va accélérer un petit peu le processus d'oxydation puis de vieillissement. Puis donc, qui dit oxydation dit brûler un petit peu l'aromatique. Donc, le vin va se détendre un peu plus. Puis là, ça fait 2 années qu'on capte ça, qu'on met ça en bouteille, puis les gens mettent le nez dans le verre, sont comme « Wow! Qu'est-ce qui se passe là? » Je reconnais des marqueurs d'oxydation. C'est pas tout le monde qui est capable de mettre le doigt dessus que c'est ça. T'sais, ça demande un peu un nez aiguisé. Les gens sont comme « Hey! » Ça, on retrouve ça d'habitude dans des bons vins, comme dans des vins qui ont soit de l'âge ou genre, justement, le Jura ou comme... Fait que je pense que cognitivement, ça fait un déclic que nous, on aime beaucoup. Puis là, avec l'alcool, l'acidité, c'est le vin à raclette par excellence, avec le gras du fromage. Puis l'acidité vient comme rafraîchir tout le monde dans un plat, dans une cuisine qui est grasse puis que tu restes longtemps à table puis tu manges tout le temps trop. Genre, de l'acidité comme ça, moi, j'ai besoin de ça. L'autre vin qu'on a fait, donc dent pour dent, le Lucie Kuhlmann puis le Marquette, c'est des cépages très teinturiers. Ça veut dire que tu les vendanges puis tu as les mains complètement noires. Puis c'est pas vraiment possible de faire du rosé avec ça. Le jus qui sort de la presse, il est rouge. Il est rouge comme le cahors, là, comme il n'y a rien à faire avec ça. Fait que pendant des années, on s'entêtait à essayer de faire un rosé avec ça. Puis tout ça. Donc là, cette année, on a un petit peu lâché le combat, puis on a lâché le morceau, puis on l'appelle vin rouge, mais dans notre cœur, c'est un rosé foncé, élevé principalement en barrique. Puis là, ce qu'on aime vraiment, c'est qu'on a travaillé à la champenoise, c'est-à-dire qu'en Champagne, souvent, quand on presse le jus de raisin, on sépare les jus, la première partie, le cœur, puis la fin, parce que ces jus-là n'ont pas tous les mêmes qualités, selon eux. Mais qu'est-ce que tu veux dire, la première partie, le cœur? Ben, mettons que tu le sais...
qui va sortir... tu mets 1 tonne de raisin dans ton pressoir, puis il va sortir 500 litres, mettons, pour arrondir. Ben, mettons, les 150 premiers litres, ils sont un petit peu plus acides, un petit peu plus vifs, un peu plus telle affaire. Tu les mets de côté pour peut-être tel champagne. Après ça, le cœur, tu peux peut-être faire autre chose. Puis là, la fin, des fois... ça va aller complètement ailleurs. Ça ira peut-être pas dans un champagne, ça va peut-être, je sais pas, j'ai pas assez travaillé en champagne pour le dire hors de tout doute, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va diviser ces jus-là en 2. Les premiers jus, un petit peu plus acides, un peu moins colorés, vont aller dans notre genre de rosé, entre guillemets, puis la fin va aller dans nos rouges. Fait que nos rouges n'ont pas beaucoup de tanin non plus. Il y a une partie qui est en macération, il y a une partie qui est en pressurage direct. Mais donc, ça, c'est vraiment d'isoler. Dent pour dent, c'est le fait d'isoler les premiers jus de nos Lucie Kuhlmann puis de nos Marquettes. Ça fait des années qu'on essaie de faire comme ce vin-là avec une belle soif puis tout ça. Et je trouve que c'est l'année qu'on a enfin bien réussi à capter une soif. Parce que la couleur... la couleur est superbe. Je l'ai pas bu, comme je te dis, je le garde pour le parc. Non, mais tu sais, ça fait penser à des couleurs un peu de genre du sud du Rhône, genre les Frères Soulier ou genre l'Anglore. Bien évidemment, on n'est pas sur des vieilles vignes, sur des terroirs de fous. Genre, je suis pas en train de dire que ça goûte l'Anglore, mais on est dans ce genre de vibe-là que la couleur est super foncée, pas vraiment de charge tannique. Mais il y a du corps en bouche, il y a de l'alcool un peu, c'est 13% d'alcool. Puis genre, c'est comme un... Moi, j'aime ce vin-là parce qu'il est très passe-partout. Donc, autant tu peux le boire à l'apéro rafraîchi que si finalement tu l'avais amené pour l'apéro, puis là, il s'est bu autre chose, puis t'es rendu à table, il fit aussi. Puis si tu l'as pas encore bu à table, t'es rendu à post-souper, ça fonctionne aussi, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment content qu'on ait fait ça. Fait qu'on est en train de refaire en barrique. Présentement, il y a à peu près la même façon de travailler sur ce vin-là pour 2025 parce qu'on a vraiment aimé ça sur 2024. Quand je te disais qu'on se place, là, comme il y a eu des essais-erreurs, 2023, ce vin-là, moi, je ne l'ai pas vraiment aimé. Ça m'a gossé comment ça goûtait au final. Il y a des gens qui ont aimé ça. Comme quoi, le vin, c'est subjectif. Tous les goûts sont dans la nature. Mais ça, moi, personnellement, ça me plaît vraiment beaucoup. À l'époque, on parlait de ta newsletter, évidemment, puis moi, j'ai observé une évolution dans mon goût du vin. On avait des trucs un peu plus faciles en 2019-2020. Tu parlais beaucoup de vin de parc. Puis c'était bon parce que du parc en 2020-2021, on en a fait. Oui. Puis là, je me demandais, tes goûts pour le vin, ça a évolué comment? Je sais que moi, c'était comme, on aimait ça, que ça goûte le cul de la vache. Là. Puis là, je suis comme, non, je peux plus ça. Moi, je pense que j'ai décroché rapidement du cul de la vache. Sauf quand, mettons, pas que j'ai recommencé à aimer ça en travaillant au Candide, mais des fois, tu t'amouraches d'un producteur ou d'une productrice. Puis t'aimes vraiment beaucoup la personne. Je pense que tu peux peut-être pardonner un petit peu plus des défauts. Mais des fois, t'es comme, j'ai l'impression que c'est peut-être le transport qui a fucké le vin. Fait que t'es comme, c'est pas vrai que ce vin-là, sa destination, c'est l'Évier, comme, c'est trop triste, j'aime trop cette personne-là. Mais à travers l'infolette, il reste que, je trouve que les vins de la SAQ, en général, la sélection, il y a comme un petit filtre avant qui fait que des culs de la vache puis des volatiles de nail polish, il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Fait que ça évite déjà une partie de la question, mais je me souviens, il y a un producteur connu du vin nature, j'ai acheté des vins année après année, genre en 17, en 18, en 19. Là, à chaque fois que je les ouvrais, ça sentait vraiment le cul de la vache. Fait que là, je les envoyais chez ma mère. Mettons, j'en avais acheté 2-3 bouteilles. J'envoyais le reste chez ma mère. J'étais quand je vais peut-être les laisser vieillir. C'est un grand producteur. Ça va être bon à un moment donné. Encore aujourd'hui, quand j'en ouvre puis je commence avec les plus vieilles, l'odeur est encore là. Puis je suis comme, moi, ce producteur-là, puis jamais. Là, quand t'achètes 3 années de suite d'une bouteille à 40$, à l'époque, maintenant, c'est rendu 68$. C'est ça. Genre, il y a trop de bons vins sur la planète pour ça. Fait que moi, j'aime les trucs droits. Mon souci principal, c'est l'agriculture bio. Genre, ça me gosse l'agriculture raisonnée. Moi, je fais une infolette, je suis loin des producteurs européens. Fait que si je parle de leur vin, moi, ça me rassure qu'il y a un stamp agriculture biologique.
Ça veut dire que la personne est passée à travers un processus d'audit, elle a été vérifiée, il y a une preuve que la personne n'a pas mis de cochonnerie dans ses vignes ni dans ses vins. Fait que moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à ça, notamment, que, mettons, la question des sulfites. Tu sais, la question des sulfites, tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des producteurs qui, des fois, en mettent un peu trop, puis c'est dommage parce que ça alourdit l'expérience. Ça fait que je trouve que ces bouteilles-là, généralement, elles descendent moins vite à table. Tu le vois, tout le monde a ralenti sa cadence parce qu'il y a comme trop de sulfites. On en a bu une il y a 3 semaines. Il y a un ami qui arrive avec une bouteille c'était sur la carte d'un restaurant où on a travaillé ensemble il y a genre 12 ans. Puis là, il était comme, j'ai pogné ça à la SAQ. Tu sais, vous souvenez-vous, on servait ça sur la carte, puis comme c'était cool, c'est genre notre chablis haut de gamme. J'en ai pris une, tu sais. On l'a carafé, il n'y a rien qui se passait. Le vin était tellement sulfité, on était 4 autour de la bouteille. Les gens, on trempait nos lèvres, on était comme, t'as-tu envie de boire ça, toi? Non, j'ai pas envie de boire ça. Fait que mon ami me l'a laissé, on a remis le bouchon dessus, on l'a remis dans la bouteille, on a remis le bouchon dessus. 3 jours après, il n'avait pas encore bougé et j'ai fait le truc qu'ils ont fait dans la série Succession sur Crave. Je l'ai hyper decant. Je l'ai mis dans le Vitamix. Alors, dans cette idée-là, de le hyper oxygéner. Là. Puis genre, je l'ai mis dans le Vitamix, là, puis je l'ai mis à la moitié de la vitesse, là, puis là, ça moussait, là, puis tout ça. Ça commençait à être un peu bon après ça. Mais genre, moi, c'est ça. Fait que moi, c'est l'argument des sulfites. J'ai clairement une limite dans ma tête que comme passer tel niveau, j'ai plus de plaisir. Mais entre quelqu'un qui met 0-0 puis que son vin arrive au Québec un peu bancal puis que c'est dur à boire puis qu'au bout de 45 minutes, le vin est bon pour l'évier, moi, ça me gosse. Puis ben, de l'autre côté, quelqu'un qui en a tellement mis que ça tue le plaisir dans le vin, ben genre, ça me gosse tout autant. Fait que j'ai mon range à moi, puis les vins dans mon infolette, je pense que pour la plupart se retrouvent dans ce niveau-là. Mais comme je te dis, l'agriculture bio, c'est vraiment une préoccupation que j'ai bien plus que le niveau des sulfites, mettons. Par curiosité, est-ce que toi, sont certifiés bio? Oui. Les anciens proprios avaient entamé avaient entamé la certification 2017. Fait qu'officiellement, dès notre premier millésime, on a eu la certification. Ça, on est vraiment content de pouvoir écrire ça sur nos bouteilles. On trouve ça simple pour le consommateur de faire comme, OK, ben, il y a un stamp, tu sais. Puis genre, j'espère que la personne est contente de peut-être payer un petit peu plus que la bouteille à côté qui, elle, ne l'est pas, tu sais. Justement, ta newsletter, à l'époque, ça te prenait comme... Ben, il y avait beaucoup de recherches. Ouais. J'imagine qu'il y en... il y en a encore. Puis, tu sais, on voit aussi, dépendamment de la saison que tu es dans le vignoble, parce que, tu es comme, ça fait 3 semaines. Je fais ça. Fait qu'il y a-tu autant d'énergie qui est mis là-dessus en ce moment? Non. J'ai un rapport différent avec ça. C'est-à-dire que dans les premières années, moi, j'étais vraiment de l'école que quand tu commences quelque chose dans la vie puis tu fais quelque chose dans la vie, tu le fais au complet. Donc, je voulais pas en rater une. Si je savais que j'allais en rater une, genre, je prévenais mes lecteurs, mes lectrices que comme celle-là, elle va sauter pour telle raison. Je prenais une pause pour les vendanges, je prenais une pause en vacances annuelles, tu sais. Puis quand la prochaine Noël, j'étais genre, ben là, il n'y aura pas de vin pendant 3 semaines, c'est pas de ma faute, mais donc on se revoit dans la nouvelle année. Et là, tu sais, les gens boivent moins de vin. Les gens se sont calmés un petit peu sur la bulle du vin nature, d'absolument vouloir être sur Internet à minuit pour acheter tel arrivage. Fait que je me dis, si une semaine, ça marche pas en tout dans mon horaire, je saute. J'ai pas besoin de le dire à personne parce que je pense que la plupart de mes lecteurs et lectrices n'ont pas besoin d'une recommandation hebdomadaire d'achat de vin. Ils repogneront celle d'après ou s'ils vont à SAQ, ils peuvent lire les 3-4 dernières que j'ai écrites, tu sais. Fait que moi, j'ai slacké un tour là-dessus. Ce rapport-là modifié me permet de la conserver parce que sinon, je pense que j'aurais décroché à un moment donné complètement. Puis c'est ça. Je le sens que comme ça répond moins à un besoin que ça a déjà fait. Tu sais, genre, je sens que d'abord, les gens qui me lisent depuis quelques années sont outillés pour acheter leur vin. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus autonomes, font confiance à des passés d'importateurs et d'importatrices sur les bouteilles. Puis ont développé leur truc, tu sais. Puis après, il y a plein de gens qui boivent moins, il y a des gens qui ont réduit leur budget, il y a des gens qui se sont désabonnés parce que c'est ça, c'était pas leur gamme de prix ou c'était pas... où ils boivent pratiquement plus, tu sais. Fait que
Fait que c'est là où j'en suis. Ça me demande moins de travail. Je pense que n'importe qui me lit de façon assidue, je sais que je fais beaucoup de copier-coller par rapport à l'arrivage de l'année d'avant, parce qu'à un moment donné, genre, je ne vais pas retrouver des synonymes d'argilo-calcaire entre chaque nouveau texte. Puis je me dis, quelqu'un qui me lit vraiment beaucoup le sait que je fais du copier-coller. Mais je pense que pour bien des gens qui lisent un peu en diagonale, ça rend service à tout le monde. T'sais. Non, je pense que moi, je l'ouvre à chaque semaine, puis je suis comme, OK, qu'est-ce qui sort? Après ça, s'il y a des choses qui captent mon attention, je vais aller lire plus. Ouais. Surtout si c'est une nouveauté. Oui. Souvent, si c'est une nouveauté, c'est un nouveau texte pour moi, parce que c'est la première fois que ça rentre dans le réseau. Fait que j'ai fait une lecture sur la personne, puis je fais mon petit travail. Fait que... Puis comme j'écris, je pense que mon recul sur le vin, puis tout ça, fait que je suis capable d'écrire des textes vraiment meilleurs aujourd'hui. Je pense en peu de mots, en peu de phrases, je suis capable de rendre ce dont un vin, dans quel genre de contexte il devrait être bu, puis genre, c'est qui la personne derrière ça, puis pourquoi ça vaudrait la peine d'acheter cette bouteille-là, tu sais. Parce que, tu sais, puis veux pas, il y a des... Je pense en fait qu'à un moment donné, il y avait tellement de nouveautés en nature que c'était, j'imagine, tous des nouveaux textes, mais là, il y a plein de choses. Ouais. Tu sais, la SAC a ouvert ses... Il y a eu un bout, là, Val, là, genre... C'était rendu... Je pense que j'ai fait une semaine. Moi, j'écrivais sur tout ce qui était nature qui rentrait chaque semaine. J'étais genre, moi, je skippe pas un vin. Si c'est rentré cette semaine-là puis qu'il y a du trafic, tout bad, je vais en parler pareil. C'est pas de sa faute à lui s'il est arrivé dans ma mauvaise semaine. Et je pense qu'il y a eu une semaine, j'ai genre fait une infolette à comme 40-45 vins. Puis là, j'ai fait genre, OK, mais là, moi, j'ai une vie, là, genre à côté de ça. Puis, est-ce que ça rend vraiment service à mon lecteur, cette trop grande... finalement, de ne pas faire de sélection moi-même. Ouais. Je suis en train de porter... Je reporte le problème à mes lecteurs, tu sais. Fait que je me souviens, après une de ces semaines-là vraiment épouvantables, j'ai écrit, genre, à partir de maintenant, je vais être réaliste avec le temps que je peux mettre là-dessus par semaine. Ça sera 10 à 15 bouteilles par semaine. S'il y a une semaine, il y a vraiment trop de bons stocks, je vais vraiment choisir mes coups de cœur à moi. Tu sais, la prémisse initiale, c'était une infolette sans prétention de genre, voici ce que je mettrais dans ma caisse cette semaine, moi. Fait que si t'aimes pas ma sélection, désabonne-toi, là, c'est pas grave. Mais genre, c'est moi ce que je mettrais dans ma caisse. Puis je pense que je me suis perdu là-dedans en me disant, ben c'est pas vrai que la semaine qu'il y a 45-20, je mettrais les 45 dans ma caisse. Comme, à un moment donné, il y a 4 Barbera d'Alba qui sortent en même temps. Il y en a une que je vais mettre dans ma caisse. T'sais. Fait que comme, j'essaie de faire ça, je suis conscient des budgets. Je suis conscient aussi d'avoir essayé une diversité, les vins de table dans ma catégorie, que les gens vont boire avec un repas. J'ai toujours une catégorie pour ça. C'est pas vraiment la catégorie la plus excitante. C'est pas là qu'il va y avoir les gros vins punchy faits par des vignerons superstars. Mais en même temps, je pense qu'elle est vraiment pratique, parce que genre, quand je recommande justement un petit vin du Piémont, meilleur ami des pizzas, je pense que tout le monde devrait s'en prendre une puis en avoir une dans son petit cellier chez eux. Parce qu'on finit tout le temps par manger un spag ou une pizza. Puis on a toujours besoin d'un petit vin du Piémont pas loin pour ça, tu sais. Ben, comme je suis content de faire ça. Fait que j'essaie de faire un mix pour tout le monde, tu sais. Tous les goûts, tous les budgets. En fait, la dernière fois, je pose toujours la question, mais je te l'ai déjà posée. Puis je pense pas que... Je vais te faire un défi parce que... Je pose la question, c'est qui les personnes qui t'ont marqué? C'est sûr qu'il y a Émilie. Ouais. Tu avais nommé Mathieu Beauchemin, puis tu avais nommé Steve Beauséjour et Alex Boily. Ouais. Il y a quelque chose de super beau, en fait, que j'ai remarqué quand j'ai écouté le podcast, c'est que tu disais que la première dégustation où tu as rencontré Émilie, c'était une dégustation, la thématique, c'était l'Allemagne. Ouais. Puis maintenant, elle est en Allemagne. Exactement. Elle fait du vin allemand. Je trouvais ça comme vraiment full circle, ouais, super puissant. C'est fou. Maintenant, en 2026, as-tu d'autres rencontres qui t'ont aidé à cheminer? C'est tough, là, je t'ai nommé. Non, mais la première chose qui me vient en tête, vu que tu as fait la liste, je suis comme, hey, c'est spécial, je suis devenu vraiment ami avec tous ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai plus ce regard-là où est-ce que je les mets sur un piédestal. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, des fois, le problème avec pas des mentors, mais tu sais, des fois, des gens qu'on a en admiration, on les met sur un piédestal, mais en même temps, tout le monde est humain, tout le monde a des qualités, des faiblesses, puis tout ça. Puis, genre, tous ces gens-là, je suis vraiment content d'avoir une relation maintenant beaucoup plus d'égal à égal, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés avec, genre, une
une admiration. Mais plus qu'ils ont influencé, comment tu fais tes vins? Ou... Ben, tu sais, je pense que c'est un travail continu dans le sens que maintenant, tu sais, avec Félix puis Laurence, puis les trois, on est souvent sur la même longueur d'onde. Tu sais, on fait comme du cherry picking chez les gens, tu sais, dans le sens que par rapport au vin, par exemple, tu sais, Pigeon Hill, on aime vraiment beaucoup qu'ils cueillent un peu tard. C'est un peu chaud à Saint-Armand. Puis, tu sais, les marquettes chez eux avec un peu de barrique, ça donne des rouges un peu réconfortants. Puis tout ça, on a aimé ça de eux. Puis on l'a assumé dans le style de certains de nos vins. On va vers ça parce que Pigeon Hill l'a prouvé. Tu sais, quand j'ai rencontré Xavier Burini au Clos des Cigales, puis que j'allais goûter chez lui, lui a repris un vignoble la même année que nous, on a repris le vignoble. Fait que quand je suis allé goûter, tu sais, ses premiers millésimes, il travaille avec des cépages parfois similaires aux nôtres. C'était vraiment le fun d'échanger avec quelqu'un. Mais encore une fois, tu sais, d'égal à égal. Tu sais. Puis moi, je pense que ça nous mettait en confiance de voir, tu sais, comme, OK, il fait des trucs un peu différents, mais genre, c'est à portée de main. Puis les échanges, à la limite, nous aident à mieux se connaître puis à mieux savoir ce qu'on va faire. Tu sais. Fait que j'aime vraiment ça échanger. Puis je pense que j'ai plus vraiment envie de mettre des gens sur un piédestal, tu sais. Non, je pense pas que c'est un piédestal, mais je pense que... Non, mais je l'ai fait, ça. Ah, oui. Je l'ai fait, puis c'est pas forcément positif, tu sais, comme, genre, j'ai voulu aller, je vais le name-dropper, là, mais genre, j'ai voulu aller au vice-versa un soir que Quentin Bourse, le vigneron de la Loire, était là parce que j'étais un peu starstruck. J'ai pas tant passé une belle soirée, tu sais. Tu passes pas tant une belle soirée avec quelqu'un qui te connaît pas, puis qui te pose pas vraiment de questions, qui fait surtout juste parler, tu sais. Moi, j'ai vraiment plus appris, genre, dans les échanges, tu sais. Ouais. Quand on est allé dans le Jura, je suis allé dans le Jura en 2023 avec Émilie et son mari. On est allé visiter, genre, 6-7 producteurs. Puis là, je vais pas name-dropper personne, mais genre, il y a un producteur qu'on a fait qui était très en vogue, puis c'était la pire des gustes. Genre, la personne se colissait de nous. Puis il y avait d'autres mondes sur place. Puis c'était comme froid. Puis il n'y a pas eu vraiment d'échange. Puis en tout cas, c'était pas super. Les meilleures rencontres qu'on a eues, c'est sur des gens qui nous posaient des questions sur nous. Fait que là, soudainement, ça ouvre la discussion. Fait que oui, tu dégustes ces vins. Puis t'es plus là pour entendre cette personne-là parler que toi parler. Mais dans l'échange, ça amène l'autre à s'ouvrir différemment aussi. T'sais. Fait que t'apprends beaucoup plus de ça, tu sais. Fait que je me souviens, les bottes rouges, le gars était genre... non, c'était pas ça. C'était Buron-Foss. Buron-Foss, le gars était genre en train de se séparer. Il avait vraiment envie de jaser. Mais tabarouette, on est resté là 3 heures. Puis c'était vraiment une belle rencontre, tu sais. Puis je me souviendrai de cette déguste-là toute ma vie, tu sais. Puis le travail qu'il fait sur ses blancs, c'était superbe, tu sais. J'ai appris quelque chose, finalement, tu sais. Fait que voilà. Je pense pas que j'ai d'idole à part Cole Caulfield. Mais ils disent don't meet your idols, hein? C'est ça, exactement. Ouais. Dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu as bu récemment qui t'a fait vibrer? Une bière. Oh, c'est pas vrai. Une Molson 50. Mais c'est fou comment j'aime la bière, mais... Ah, oui? Ben, c'est juste que... Tu sais, la bière, il y a comme quelque chose de réconfortant pour moi. Je me souviens, les premières fois que j'allais dans des salons de vin, puis tu goûtes 50 vins, la première chose que tu as envie de boire en sortant d'un salon de vin, c'est pas du vin, c'est une bière sèche. Tu sais, une IPA, une lager, une pilsner, tu sais, genre quelque chose qui va te faire du bien puis te rééquilibrer la bouche. Quand on finit une journée au vignoble puis il a fait un peu chaud, genre j'ai bien plus envie de boire une lager que de m'ouvrir une bouteille de vin, tu sais. Mais cela dit, tu sais, les vins qui me procurent des émotions en ce moment, je pense que là où j'ai le plus de plaisir souvent, c'est dans des genres de rosé foncé, où est-ce que tu as des nez de rouge sur quasiment des bouches de blanc. Tu sais, genre, j'ai passé un petit bout en Europe cet hiver. On est allé au bistrot Paul Bert à Paris, puis bien évidemment, je regardais l'Anglade sur la carte parce que c'est des vins durs à trouver, puis tout ça. Puis la fille a été tellement cool, elle fait comme... C'est quand même mûr, l'Anglade, tu sais. Moi, si j'étais toi, là, je pense que t'aurais plus de fun avec les frères Soulier, qui, techniquement, c'est bien plus facile à trouver à Montréal avec les frères Soulier. Avec les frères Soulier. Puis là, elle était comme, il y a vraiment une belle soif là-dedans, tu sais. Vous allez avoir du plaisir, les deux. Puis là, genre, effectivement, la bouteille, elle s'est sifflée en 3 secondes. Puis j'étais comme, merci de m'avoir... C'est-tu la Clastre? Non.
J'ai ça dans mon sel quelque part. Je me souviens plus du nom de la cuvée, mais c'était vraiment superbe. T'sais. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Puis sinon, ben, j'ai plus les budgets, mais quand il y a une bouteille de champagne qui traîne quelque part, je vais être... T'sais, si vous êtes mon ami puis vous écoutez le podcast puis vous avez des sous, là, ouvrez-moi du champagne. Là, c'est la meilleure façon de me faire plaisir parce que je peux plus vraiment en boire puis m'en acheter. Mais je trouve qu'il y a une complexité dans ces vins-là. Là, puis genre, c'est tous des terroirs similaires, mais tout le monde réussit à raconter des histoires différentes. Là. Genre, tu peux voyager dans le champagne. C'est juste dommage que ça soit rendu minimum 70. Ouais, je pleure encore le Sainte-Anne à 55. Ouais, c'est ça. Mais je l'achète encore. Ben, il y a toujours des fois une occasion pour acheter du champagne, tu sais. Fait que des fois, il faut casser le petit cochon. C'est quand ta fête? C'est quand qu'on achète? C'est le 21 novembre pour tous mes amis, là, si vous voulez. Mais ouais. On te trouve où? Et on trouve tes vins où? Ben, on essaie de tenir une liste sur notre site web de toutes les petites épiceries puis restaurants qui achètent nos vins parce que les gens sont pas tous localisés à la même place, fait que ça varie. T'sais, c'est sûr qu'à Montréal, dans nos meilleurs clients, avec le Peluso, les Veux-tu une bière puis les douceurs du marché à Toiteux, ça représente déjà une bonne partie de l'île, puis on est bien représenté là. C'est pas mal dans nos meilleurs clients. On est en SAQ. Là, on est sur les fins des stocks de 2024, mais on va embouteiller bientôt 2025. Fait qu'on va espérer être sur les tablettes pour la Saint-Jean-Baptiste si tout rentre dans les délais. Si la Saint-Jean le veut. Si la Saint-Jean le veut et si la SAC le veut. J'ai plus peur pour la SAC que la Saint-Jean. Fait que voilà. Puis ton site web, c'est? Ben, donc, pour s'abonner à mon infolette, c'est vincentsulfite.com. Puis, si c'est pour suivre les activités du vignoble, ben, c'est trèsprécieuxsang.com. Donc, sans trait d'union, sans accent. Facilement trouvable sur Google. Si vous connaissez Google, c'est google.com. Je te remercie, Vincent, pour tous ces trucs. Ben, on sait jamais, hein? L'âge de l'auditoire et tout ça, là. Ah oui, mon Dieu. Hey, tu disais, genre, je te demandais c'était qui lisait ton infolette. Puis t'es comme, non, il y a vraiment des boomers parce que je reçois souvent des courriels que c'est marqué. Envoyé de mon iPad. Ouais, voilà. Sur ces mots doux. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Ciao. Si tu souhaites nous soutenir et avoir accès aux épisodes de l'Appel du Nature 6 semaines d'avance, en plus d'avoir du contenu exclusif, je t'invite à t'abonner à notre plateforme Patreon dès maintenant. Appel du Nature sans espace. À bientôt!